Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Rouxel. Tout commence le 20 février 2016 à la Bastide-Clérance, un petit village du Pays Basque. Ce jour-là, Pascal Rouxel, sa femme, leurs 2 fils et leur belle-fille s'apprêtent à passer à table. Soudain, des coups de feu éclatent. Lorsque les secours arrivent sur place, seuls les enfants sont vivants. Que s'est-il passé ? Qui pouvait en vouloir à ce couple tranquille au point de les tuer par balle ? Très vite, les enquêteurs ont une conviction, celle d'être face à un huis clos familial fatal. Cette famille d'apparence unie cache en fait de lourds secrets, car les 2 fils, Yann et Kevin, 27 et 23 ans, s'accusent mutuellement du double meurtre. Alors, lequel des frères dit la vérité ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Midi moins le quart, à la Bastide-Clérance, un charmant village du Pays Basque. Un homme reçoit un coup de téléphone. C'est son voisin qui appelle au secours. Sans attendre, il se rend sur place avec son fils. À l'intérieur de la maison, un homme agonisant dans une mare de sang. Et à quelques mètres de lui, une femme, allongée sur le sol. Elle aussi semble gravement blessée. C'est le début de l'affaire Rouxel, un fait divers tragique qui va bouleverser toute la région. Cette terrible histoire démarre le 20 février 2016 dans un des plus beaux villages de France, la Bastide-Clérance. On est à une vingtaine de kilomètres de la côte basque. Alors la Bastide-Clérance, c'est vraiment un village basque typique. Paul Nicolet, journaliste à France Bleu Pays Basque. On est vraiment dans la campagne basque, très verte, avec des moutons partout. Ce pourrait être la carte postale du Pays Basque. C'est ici, dans cette maison blanche au milieu des champs, que vivent Pascal, 54 ans, et Eva Rouxel, 55 ans. Tombés amoureux de la région, ils s'y sont installés avec leurs 2 enfants il y a un peu plus de 15 ans. Les parents Rouxel ont acheté il y a quelques années François Froger, avocat des parties civiles. une vieille ferme qu'ils ont retapée à leur goût. Et c'était vraiment le rêve de leur vie. Donc ils ont passé plusieurs années à remettre la maison en état d'être habitée. Alain Le Sune, ami du couple Rouxel. C'est une maison qui avait plusieurs centaines d'années. Donc ils ont essayé de la restaurer vraiment dans l'esprit de l'époque. Pascal et Eva se sont construits leur petit nid. Ils y habitent avec Yann, 27 ans, leur fils aîné. Leur cadet, Kevin, 23 ans, vit avec sa femme, Sophia, dans un studio non loin de là. Et il leur rend régulièrement visite. Entre leurs 2 garçons, l'entretien de leur ancienne ferme et le travail d'assureur de Pascal, la vie des parents Rouxel est bien remplie. Je revois quand on y allait, on allait chez eux, passer le dimanche. Josette Rouxel, mère de Pascal. Ils faisaient un barbecue, c'était sympa, ils mettaient la table dehors, c'était agréable, on passait des bons moments. Mais ce samedi de l'hiver 2016, un terrible drame va bouleverser l'existence de cette famille paisible. Il est midi moins le quart quand Yann Rouxel, le fils aîné, appelle Bernard Bidegain qui habite la maison voisine. Il est paniqué. Yann Rouxel prend le téléphone et appelle ses voisins les plus proches en leur disant « Voilà, il y a eu un drame à la maison, venez vite, venez vite ».
Il n'entre pas dans les détails, il dit qu'un drame s'est passé, il demande de l'aide. Inquiet, Bernard demande à son fils David de l'accompagner. Il avait l'air assez inquiété. Il me dit il y a eu un drame. David Bidegain, voisin du couple Rouxel. Bon, du coup, on s'en va à la maison Bigné, qui est à 200 mètres de chez nous. On est parti en courant, ça nous inquiétait. En quelques minutes, les deux hommes arrivent chez leur voisin. Ils se précipitent à l'intérieur de la maison et là, ils découvrent une véritable scène d'horreur. Quand je rentre à la porte d'entrée, il y avait Pascal, il était étendu par terre, il était dans son sang. Il gémissait, il suffoquait un petit peu. Je continue, je rentre dans la maison et là, un peu plus loin, il y avait la mère de famille, Eva, qui était allongée par terre, blanche, les bras en croix. Il tombe sur une scène d'apocalypse. On ne pouvait pas imaginer que ça pouvait être un truc pareil. On ne peut pas arriver là-bas et voir deux personnes mortes, quoi. Ça, on ne peut pas penser. Les voisins sont sous le choc. Mais David a le bon réflexe. Il appelle immédiatement les secours. Pendant ce temps, au fond du jardin, Yann, le fils aîné des victimes, se prend la tête entre les mains. Il est effondré, incapable de parler. Yann, lui, est dehors, un peu prostré et choqué. Il rentre vraiment dans un état de choc, il commence à avoir l'esprit qui se brouille. À l'arrivée des secours, il est immédiatement pris en charge et conduit à l'hôpital. De leur côté, les médecins du SAMU pénètrent dans la maison. Lorsque les secours interviennent, ils découvrent Monsieur Pascal Rouxel, Alain Astabi, avocat des parties civiles. gisant au sol, agonisant, râlant visiblement, étendu dans une mare de sang. Son état se détériore très rapidement. Les médecins tentent le tout pour le tout et commencent un massage cardiaque. Juste à côté, dans le salon, les urgentistes doivent se rendre à l'évidence. Pour Eva Rouxel, il est déjà trop tard. S'agissant d'Eva, malheureusement, il n'y a plus rien à faire lorsque les secours arrivent. Elle est décédée. À 12h40, ce samedi 20 février 2016, le médecin du SAMU constate la mort d'Eva Rouxel. Malgré l'intervention des secours, son mari Pascal décède à son tour 5 minutes plus tard. Pour les proches, c'est une véritable tragédie. En début d'après-midi, il y a 2 policiers qui se présentent, un homme et une femme. Et quand je les ai vus arriver, je me suis dit, il y a un drame. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai dit, qui est mort? Mais qui est mort? Il ne voulait rien me dire. Qui est mort? Puis d'un seul coup, je dis, mais dites-moi qui est mort. Et lui, il m'a dit, c'est votre fils. Alors là, j'ai eu l'impression que, comme si je recevais une grande pierre sur la tête. Et j'avais plus de réaction. Je pouvais plus, je pleurais même plus. C'est inimaginable, moi, qu'il soit plus là. Je ne vois pas mal. Christian Coustillet, ami du couple Rouxel. C'est un désastre. J'ai presque l'impression que je les verrai venir demain. C'est terrible. Ce qui s'est passé, c'est tellement horrible. Et ils ont... Je repense sans arrêt à la souffrance qu'ils ont eue. Cette souffrance. Parce qu'ils ont mis pas mal de temps avant de mourir. Dans cette région d'ordinaire si paisible, la nouvelle se propage vite. Et ce double homicide crée la stupeur parmi les habitants. 2 d'entre eux sont morts assassinés et le tueur est dans la nature. Les gendarmes d'Hasparren, rarement confrontés à ce genre d'affaires, sont les premiers à s'interroger. Qu'a-t-il bien pu se passer dans cette maison pour en arriver à cette terrible tragédie? Qui pouvait en vouloir à ce point aux époux Rouxel? Et pour quel motif?
Dans la maison, les gendarmes commencent immédiatement leurs investigations. Ils examinent le corps des victimes et l'origine de la mort ne fait aucun doute. Et il constate effectivement d'entrée Paul Nicolet, journaliste à France Bleu Pays Basque. que les deux sont morts par arme à feu, mort violente. Les personnes qui sont là ont été très certainement abattues. Eva Rouxel n'a reçu qu'une balle, mais celle-ci est fatale. Elle est portée en plein cœur. Eva n'avait aucune chance de s'en sortir. Pascal Roussel, lui aussi, a été liquidé. Pascal a été atteint par 3 balles. La première apparaît dans le dos, la deuxième au niveau cervical et une troisième sur le front. Mais les enquêteurs sont intrigués par la présence d'indices étonnants. Autour des corps, ils découvrent plusieurs armes à feu. On trouve des armes, Emmanuel Zapierin, avocat de la défense. on trouve un revolver et on trouve 2 fusils. 2 fusils qui sont de part et d'autre du corps de M. Rouxel et un revolver qui est posé sur une chaise de la cuisine. À qui sont ces armes? Pourquoi y en a-t-il autant? Et ont-elles servi à tuer le couple? En examinant les blessures, les gendarmes se disent que les tirs provenaient du revolver. Mais pour en être sûrs, ils envoient les armes au laboratoire pour expertise. En attendant les résultats, leur enquête continue. Et ils sont interpellés par une autre découverte dans la salle à manger. Il y avait une réunion de famille puisque on va retrouver une table qui est dressée. Le gâteau d'anniversaire est sur la table. C'est un anniversaire qui va tourner au tragique. Mais de qui fêtait-on l'anniversaire? Quelle personne était présente à ce déjeuner? Et surtout, que s'est-il passé? Pour répondre à ces questions, les enquêteurs se plongent dans la vie des époux Roussel. Les gendarmes découvrent l'histoire d'un couple très soudé. Une histoire d'amour qui débute une trentaine d'années plus tôt sur le campus de Bayonne. Eva a 23 ans. Elle arrive de Pologne pour y étudier le droit international. C'est une jolie blonde qui aime la vie, avec une sacrée personnalité. Eva, c'est une fille qui était très gentille. Comment vous dire? Elle savait ce qu'elle voulait, mais elle était souple, elle était accommodante. Eva, toujours positive, toujours avoir le verre à moitié plein. Alain Le Sune, ami du couple Rouxel. Tout souriante, agréable, très 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 dynamique, très positive, pleine de projets. Pascal, lui, est un enfant du pays. À cette époque, il suit les cours de sciences économiques dans la même faculté qu'Eva. C'est un jeune homme plus réservé, plus intellectuel. C'était quelqu'un de discret, c'était un calme. Josette Rouxel, mère de Pascal. Il avait énormément de livres et il lisait beaucoup. Pascal était passionné d'histoire, principalement à la période napoléonienne, passionné aussi d'histoire locale. Donc sur le Pays Basque, il connaissait beaucoup d'histoire locale, beaucoup de choses. Lorsqu'il voit Eva pour la première fois, Pascal tombe immédiatement sous le charme de cette blonde pétillante. Mais comment faire pour la séduire? Et ils se sont retrouvés au club de karaté. Ils faisaient le même sport tous les deux. Et ils ont sympathisé. Pascal et Eva passent de plus en plus de temps ensemble et très vite, ils doivent se rendre à l'évidence. Ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ils se sont fréquentés pendant 1 an. Et au bout d'1 an, ils se sont mariés à la mairie. C'était un beau mariage, un très beau mariage.
4 ans plus tard, Yann, leur premier garçon, vient au monde, suivi de Kevin 5 ans après. En 2002, la famille s'installe dans cette ancienne ferme à la Bastide-Clérance. Les années passent et Pascal et Eva s'épanouissent dans cette vie paisible. Ils vivaient en symbiose, cette famille-là. Christian Coustillet, ami du couple Rouxel. Eva, c'était une fille qui rien n'était trop beau pour ses enfants, pour sa famille. Elle faisait tout, elle se coupait en 4 pour eux. Ils adoraient leurs enfants, hein. Ils aimaient leurs enfants. Souvent, ils étaient tous ensemble avec leurs enfants. David Bideguin, voisin du couple Rouxel. Ils allaient à la messe, ils allaient au sport. Beaucoup de choses étaient faites. François Froger, avocat des parties civiles. Dans cette famille, étaient faites en commun. Un couple amoureux, soudé, parents de 2 garçons qu'ils aiment profondément. À première vue, tout va bien dans la famille Rouxel. Mais cette apparente harmonie familiale existe-t-elle vraiment ? Les gendarmes ont encore besoin de creuser la vie du couple. Et un rebondissement va bouleverser leur enquête. Le jour même du meurtre, à la gendarmerie d'Asparin, les enquêteurs ont la surprise de voir arriver Kevin Rouxel, le fils cadet du couple. Il apparaît totalement paniqué aux enquêteurs. Alain Astabi, avocat des parties civiles. Il y a un propos particulièrement difficile à comprendre. Kevin a une blessure à la jambe, une blessure par balle à la jambe. Il est blessé à la cuisse droite et il se déplace avec difficulté. Devant les enquêteurs médusés, il explique qu'il était présent au déjeuner avec ses parents au moment du drame. On doit fêter l'anniversaire du fils. Paul Nicolet, journaliste à France Bleu Pays Basque. Tout le monde est là. Pascal et Eva Rouxel, les parents, Yann, l'aîné, Kevin, le second, avec sa femme Sophia, et leur petite fille. Kevin fait alors une révélation incroyable aux gendarmes. D'après lui, la famille n'était unique en apparence, car depuis quelque temps, une histoire d'infidélité entre ses parents aurait tout remis en cause. Il dit « Mon père avait découvert que ma mère le trompait. » Le motif qui va être invoqué serait que le couple Rouxel serait en crise. Les gendarmes n'en reviennent pas. Selon Kevin, sa mère aurait eu une relation avec un autre homme. Il raconte aux enquêteurs que, durant ce déjeuner, une dispute aurait éclaté entre ses 2 parents. Son père, Pascal, serait alors entré dans une rage folle et il aurait sorti un revolver. Kevin va expliquer que son père a agressé sa mère, a tiré sur elle. La première explication de Kevin Rouxel, c'est de dire « Moi, je voulais intervenir pour éviter un drame, pour éviter que mon père ne tire sur ma mère. » Kevin explique que c'est en essayant de s'interposer entre ses parents qu'il aurait tiré sur son père par accident. On est suivi une bagarre entre lui et son père, et qu'en cette occasion, il a été blessé de 1 ou 2 balles au niveau de la jambe. Il a été amené à tirer également sur son père. Kevin va nous dire c'est un tir accidentel. Mais les gendarmes doivent interrompre cette audition. Kevin saigne abondamment et le jeune homme doit être transporté à l'hôpital pour y être soigné. Pour les enquêteurs, ces révélations sont un véritable coup de tonnerre. Grâce au récit de Kevin, ils élaborent une première hypothèse. Ce double meurtre serait en fait un drame passionnel. Pascal aurait tué sa femme par jalousie et en voulant protéger sa mère, Kevin aurait accidentellement tiré sur son père. Alors, pour essayer de comprendre cette histoire d'infidélité, les gendarmes décident d'interroger les proches de Pascal et Eva Rouxel.
Et tous sont unanimes. Ils formaient, disent-ils, vraiment un couple idéal. J'avais dit à mon mari, au moins, Pascal et Eva, ils divorceront jamais parce qu'ils s'aiment trop. Josette Rouxel, mère de Pascal. Ils étaient fusionnels tous les deux. C'était un ménage fusionnel. C'était Evounia, mon Evounia. Mireille Bouillot, amie du couple Rouxel. Et j'ai des souvenirs comme ça de gestes de tendresse. Ils étaient attentifs l'un à l'autre. Et lorsque les enquêteurs évoquent l'hypothèse d'un adultère aux conséquences tragiques, les proches tombent des nues. Eva trompant Pascal, ça nous paraissait très peu crédible. Alain Le Sune, ami du couple Rouxel. Et alors, Pascal tirant sur Eva, là, jamais, impossible. J'ai jamais douté de mon fils. Jamais. Pascal, c'était un non-violent. Jamais il aurait touché sa femme. Et s'il avait se disputé, il serait peut-être disputé. Mais certainement pas, il n'aurait pas tiré sur sa femme. Avec ces déclarations, les gendarmes s'interrogent. Kevin leur a-t-il dit toute la vérité? Et un élément nouveau va confirmer cette intuition. Les expertises balistiques sont formelles. Comme ils le pensaient, l'arme du crime est bien le revolver retrouvé sur les lieux. Et cette information met à mal la version de Kevin. L'arme qui a été utilisée pour abattre M. Pascal Rouxel est le revolver qui a été retrouvé sur place par les enquêteurs. C'est un revolver, ça n'est pas une arme à tir automatique ou semi-automatique. Ça veut dire que pour tirer un coup de feu, il faut faire une manœuvre, relever le chien, il faut réarmer l'arme. Ça ne peut pas être un accident. Avec ce type d'arme, il est improbable qu'un coup de feu parte tout seul. Or, Pascal a été abattu de 3 balles. Les enquêteurs doutent de plus en plus de la version de Kevin. Vous ne tuez pas accidentellement quelqu'un en lui infligeant 3 blessures de ce type. C'est une véritable exécution. Que s'est-il réellement passé au moment du déjeuner? Seule certitude pour les enquêteurs, à part les époux Rouxel, Kevin, Yann et Sophia étaient les seules personnes présentes à cet anniversaire. Le meurtrier est donc l'un d'entre eux. Mais lequel? Alors le samedi 20 février 2016, à 17h, soit 5 heures après le drame, les gendarmes les interpellent tous les 3. Yann, Kevin et Sophia vont être placés en garde à vue. Alain Astabi, avocat des parties civiles. Il reste à déterminer quel est le degré de participation. Il peut avoir été simplement spectateur ou acteur. Il s'agit d'un drame familial. Les enquêteurs ont sous la main l'ensemble des acteurs du drame. Ça, ils en sont convaincus très rapidement. Ils commencent par interroger Kevin. Ils veulent le confronter à ses précédentes déclarations. Pressé de questions, Kevin change soudain de version. Il accable maintenant son frère Yann. Kevin dit, c'est Yann qui a eu effectivement l'idée de tout cela. Frédéric Dutin, avocat de la défense. C'est Yann qui a tiré, c'est Yann. Yann aurait tout organisé. François Froger, avocat des parties civiles. Ça serait le cerveau de l'opération. Kevin explique aux gendarmes qu'il aurait menti par peur de représailles. Les enquêteurs sont sidérés par cette nouvelle. Ce serait donc Yann, l'assassin. Ils interrogent immédiatement Sophia, la femme de Kevin. Elle aussi charge Yann. D'après elle, ce jour-là, il avait un comportement particulièrement inquiétant. Elle explique que celui-ci, le jour de cet anniversaire, est apparu particulièrement tendu, stressé, agité. Tournant comme un fauve en cage, montant à l'étage, descendant, tournant autour des buissons autour de la maison. Yann est interrogé à son tour et il livre un récit
totalement différent aux gendarmes. Un récit qui, au contraire, accuse Kevin. Tout le monde est réuni autour de la table pour fêter l'anniversaire de Kevin. Et il nous explique qu'à un moment donné, se sont levés Pascal Rouxel, son père, et Kevin, que ces deux personnes sont dans la cuisine à côté et qu'il va entendre un grand bruit. Sa mère va se lever précipitamment, il va en faire de même, et il va donc se diriger vers la cuisine. Yann raconte aux gendarmes qu'il a vu alors son père au sol et son frère, une arme à la main. Il s'empoigne avec son frère, mais assez rapidement, pour essayer de le désarmer. Il n'y arrive pas. Bon. Et il se retourne et il voit que sa mère est au sol. Sa mère, devant laquelle il était passé pour entrer dans cette pièce, là maintenant, elle est au sol. D'après Yann, ce serait donc Kevin qui aurait tué les deux parents Rouxel. Mais les gendarmes ont une drôle d'impression. Ils sont intrigués par le comportement de Yann pendant son interrogatoire. Dans ses réponses, il s'exprime de manière très mécanique. Paul Nicolet, journaliste à France Bleu Pays Basque. De façon un peu froide, un peu clinique. Il peut apparaître un petit peu figé. Il a tendance à vous regarder fixement et ne pas manifester d'affect. Donc cela va interpeller les enquêteurs. Même son avocat est surpris par cette attitude froide et détachée. J'ai un sentiment très très étrange. Parce que je vois un garçon qui vient de vivre un drame. Mais très étrangement, il ne manifeste aucune émotion. Si bien que, bon, je m'attends à tout. Les gendarmes sont dans le flou. Yann et Kevin s'accusent mutuellement des meurtres. Lequel des deux dit la vérité ? Kevin, dont les différentes versions les font douter de sa bonne foi, ou bien Yann, dont le comportement leur semble suspect. En attendant de découvrir la vérité, le 22 février 2016, 2 jours après le double meurtre, les deux frères sont mis en examen pour assassinat. Et ils sont immédiatement placés en détention. Lequel des deux frères, Yann ou Kevin, a tué ses parents ? Pour le découvrir, les gendarmes vont tenter de trouver le mobile du crime. Qui de Yann ou de Kevin en voulait à ses parents suffisamment pour les tuer ? Ils vont d'abord s'intéresser à Yann, le fils aîné des Rouxel. Ils convoquent à nouveau les proches pour ce qu'ils appellent leur enquête de personnalité. Et tous décrivent Yann comme un garçon timide, renfermé. Il n'était jamais très à l'aise. Alain Le Sune, ami du couple Rouxel. Dans la manière dont il devait nous dire bonjour, s'il faisait la bise, s'il faisait pas la bise, s'il serrait la main ou pas. Si vous faisiez quelque chose, tout était compartimenté. Christian Coustillet, ami du couple Rouxel. Si vous vouliez plaisanter, prenez tout au premier degré. Il a toujours semblé un petit peu étrange. Il vivait dans son monde. Mais à part ce comportement bizarre, tous le décrivent comme un garçon calme et posé. Et lorsque les gendarmes leur demandent s'il aurait pu tuer ses parents, ils sont unanimes. Jamais il a été violent avec qui que ce soit. Jamais. Je vois pas pourquoi il aurait tué ses parents compte tenu... Je vous dis, moi, jamais je l'ai vu se heurter ses parents, Yann. De là à les assassiner, non. Yann violent, jamais. Jamais. Moi, je l'ai jamais vu violent. Dieu sait qu'on l'a vu quand même beaucoup. Ces témoignages laissent les gendarmes perplexes. Les proches parlent d'un garçon inoffensif. Mais Kevin, son frère, et Sophia, eux, au contraire, le décrivent colérique et violent. Alors, qui croire ? Un fait nouveau vient rapidement éclairer les gendarmes. À la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan, alors qu'il est incarcéré, Yann est examiné par un psychiatre, comme le veut la procédure. Et les conclusions de l'expert
font basculer l'enquête. Il va diagnostiquer une forme d'autisme, il est Asperger. Donc Yann, il sait très bien ce qu'il dit, son raisonnement est parfaitement sain. François Froger, avocat des parties civiles. La seule chose, c'est que quand on est dans le domaine de l'émotion, là, il ne fonctionne plus comme vous et moi. Mais sinon, intellectuellement, il n'y a aucun problème. À ce stade de l'enquête, les gendarmes n'ont aucune preuve tangible contre Yann Roussel. Mais grâce à l'examen psychiatrique, ils comprennent maintenant mieux le comportement du jeune homme en garde à vue. Et cet élément scientifique va totalement remettre en question leur enquête. Un autiste Asperger n'a aucune aptitude au mensonge. On sait que Yann, quand il nous raconte ce qu'il a vu, ce qui s'est passé, il dit la vérité. Il n'invente pas. Les Asperger, paraît-il qu'ils ne savent pas mentir. Josette Rouxel, mère de Pascal. Et en particulier, Yann ne ment pas. Je n'ai jamais surpris Yann à mentir. Les enquêteurs vont donc comprendre qu'ils ont affaire à une personne qui a un profil particulier. Alain Astabi, avocat des parties civiles. Mais que la parole de cette personne est tout à fait précieuse. Yann aurait donc dit la vérité lors de son audition et son comportement étrange ne serait dû qu'à sa personnalité fragile. Pour les proches, c'est un soulagement. Il nous a écrit une lettre qu'on a reçue le jour des obsèques de Pascal Eva, puisque le pauvre, il n'a pas eu le droit d'y aller. Et cette lettre, je l'ai gardée, c'est une lettre poignante. Il écrit une lettre et il dit « Papi, mamie, j'espère que vous savez que je ne suis pas coupable, que j'aimais tellement mes parents et que je souffre de ne plus les avoir. » Mis hors de cause, Yann est libéré quelques jours plus tard. Et c'est tout naturellement que les gendarmes s'intéressent ensuite à Kevin. C'est lui que Yann désigne comme étant l'assassin de leurs parents. Mais à part ce témoignage, ils n'ont aucune preuve de sa culpabilité. Et surtout, ils se demandent quel pourrait être le mobile de Kevin Roussel. Alors les gendarmes vont chercher dans sa vie passée ce qui aurait pu le conduire à tuer ses propres parents. D'après les proches, enfant, Kevin était mal dans sa peau et il manquait de confiance en lui. C'est un garçon qui parlait peu, qui s'intéressait pas vraiment à ce qui se passait autour de lui. Il avait un problème, s'il voulait se montrer, il n'avait pas trouvé sa stature. Il a le sentiment qu'il n'est pas jugé à sa juste valeur, que c'est quelqu'un qui a de grandes qualités, dit-il. Paul Nicolet, journaliste à France Bleu Pays Basque. Il a de grandes ambitions et il a le sentiment que ses parents ne l'aident pas, qu'ils ne le poussent pas vers le destin qui est le sien. Le jeune homme souffre de cette situation. Il aurait cultivé alors une amertume vis-à-vis d'Eva et de Pascal. Les parents sont très prévenants vis-à-vis de son frère aîné qui souffre donc d'autisme et il a le sentiment qu'il est un peu délaissé. Cette famille vit dans le déni de cette différence. Emmanuel Zapirin, avocat de la défense. Et le déni de cette différence, la famille va le faire payer à Kevin. Adolescent, Kevin se sent seul. Il n'a pas d'amis, pas de copine et l'ambiance familiale lui pèse. Mais à 18 ans, un événement va bouleverser sa vie. Kevin s'est mis à la recherche d'une petite amie sur Internet. Il y passe tout son temps. Et un jour, ses espoirs vont être comblés. Sur un site de rencontre, il fait la connaissance de Sofia, une jolie blonde de 18 ans comme lui. Sofia est une jeune fille du Kazakhstan qui a été élevée dans une famille tout à fait normale. Ses parents travaillent. Frédéric Dutin, avocat de la défense. Elle travaille dans un hôpital, la mère, et puis le père travaille en qualité d'ingénieur dans une entreprise, dans une usine au Kazakhstan. Elle a eu une éducation essentiellement basée sur tout ce qui est artistique, la danse, la musique, etc.
Kevin et Sophia se parlent par écran interposé. Et chaque jour, le jeune homme attend ce moment avec impatience. Il est subjugué par cette jolie blonde. Alors, il était complètement fou amoureux. Il avait une passion pour elle. Kevin était littéralement en admiration devant elle. Christian Coustillet, ami du couple Rouxel. C'était l'amoureux transi. Après 4 mois d'échanges par Internet, Kevin se décide. Il l'invite à le rejoindre en France. Pour son plus grand bonheur, Sophia accepte. Et quelques jours plus tard, en décembre 2011, la jeune femme arrive à la Bastide-Clérance. Les deux jeunes gens s'entendent à merveille. Ils ne se quittent pas. Et moins de 2 semaines après l'arrivée de Sophia, Kevin fait une annonce surprenante à ses parents. Il veut l'épouser. Ma belle-fille m'en téléphone en me disant « Ben voilà, ils ont décidé de se marier ». Je lui dis « Il ne faut pas les laisser se marier. Il a que 18 ans. Et il la connaît depuis quand ?» Eh ben, elle me dit « Sur Internet. » Mais là, ça fait que 15 jours qu'ils se sont rencontrés. Je lui dis « Quoi, ils se sont rencontrés depuis 15 jours ?» Et j'ai dit « Il est hors de question que je vienne à ce mariage. Ce mariage, c'est un mariage de fou. » Quand il y a eu cette histoire de mariage, c'était une aberration. Je vais dire à Eva, mais tu te rends compte, ce garçon va se marier, il n'a jamais connu une femme de sa vie. Mais la décision de Kevin est irrévocable. Et le 30 décembre 2011, une vingtaine de personnes, parents, amis et voisins, assistent au mariage de Kevin et Sophia. Le jeune homme est aux anges. Au moment du mariage, Kevin, il est radieux, il est tout content. Alain Le Sune, ami du couple Rouxel. Il a toujours la main à la taille de Sophia, donc il garde bien à côté de lui, comme s'il avait peur qu'elle s'en aille. Tout le temps la prendre dans la main, on dirait presque que c'est fusionnel et qu'ils se connaissent depuis toujours, quoi. Il l'enlace. David Bideguin, voisin du couple Rouxel. Il la garde, on va pas lui voler, quoi. Il danse avec elle, ils sont tout le temps en train de s'embrasser à table. Ouais, on se dit, 15 jours, c'est fou. Un véritable moment de fête, une nouvelle vie qui s'annonce pour le jeune Kevin. Mais les gendarmes apprennent par les proches qu'il y a tout de même un problème. Kevin ne travaille pas. Et pour Sophia, qui ne parle pas français, il est difficile de trouver un emploi. Les deux jeunes gens n'ont pas d'autre choix que de s'installer chez les parents Rouxel. Et cette cohabitation ne sera pas simple. Et à partir du moment où il vit avec Sophia, il va avoir des difficultés de relation avec ses parents. Alain Astabi, avocat des parties civiles. Puis il va devenir de plus en plus exigeant. Il lui faut de l'argent, il lui faut de la voiture, il veut de l'argent, il veut des biens. De plus en plus, le couple Kevin-Sophia... François Froger, avocat des parties civiles. Va exiger des parents une aide financière que les parents donneront de plus en plus à contre-cœur. Il vivait complètement au crochet des parents. Alain Le Sune, ami du couple Rouxel. Clairement. Puis alors là, il venait à l'idée ni à l'un ni à l'autre d'aller trouver un travail. En novembre 2013, les jeunes époux ont une petite fille. Ils quittent alors la maison familiale, mais ils vivent toujours avec l'argent que leur donnent les parents Rouxel. Ils ont trouvé ensemble un appartement à Hasparren. Les parents sont portés caution. Ils ont payé toute la partie du loyer qui n'était pas couvert par les allocations. Donc ils ont continué à les loger à leurs frais. Entre Kevin et ses parents, les rapports sont de plus en plus tendus, toujours à cause de l'argent. La famille raconte d'ailleurs aux gendarmes plusieurs anecdotes qui se seraient déroulées quelques mois avant le double meurtre. On était à un barbecue, et voilà que ma belle-fille arrive, elle était jolie, Eva. Elle arrive et elle est habillée tout en blanc.
les cheveux relevés, très mignonne. Josette Rouxel, mère de Pascal. Sophia arrive et puis elle lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites jeune? Quand est-ce qu'on va avoir l'héritage ?» Et je me souviens que ma belle-fille, elle s'est mise à hurler. Elle m'a dit « Vous avez entendu, belle-maman ?» Eva m'a expliqué à l'une de ses amies qu'elle va surprendre une conversation en russe entre Sophia et sa mère, conversation au terme de laquelle il est question d'argent et d'héritage. La difficulté, c'est que elle est rapportée par des personnes qui n'ont évidemment pas assisté à cette conversation. Frédéric Dutin, avocat de la défense. Est-ce que d'abord cette conversation a véritablement existé? Sophia la conteste. Mais les gendarmes prennent cette information au sérieux, car d'après leurs calculs, le patrimoine des Roussel est évalué à 1,5 million d'euros. Kevin Roussel aurait-il tué ses parents pour leur argent? C'est la question que se posent les gendarmes. Mais pour l'heure, leur conviction ne repose que sur des témoignages et il leur faut des preuves. Alors ils perquisitionnent le petit appartement de Kevin et Sophia. Et un simple bout de papier va faire basculer leur enquête. En fouillant les affaires de Kevin, les gendarmes découvrent un indice intrigant. Une liste d'instructions qui ressemble étrangement à un scénario meurtrier. Kevin Rouxel avait inscrit sur un petit bout de papier Paul Nicolet, journaliste à France Bleu Pays Basque. Tout ce qui devait se passer ce jour-là. Pouf pouf, les enquêteurs ont estimé que c'était les coups de feu. Très précisément, vous avez 3 pouf pouf. Donc les enquêteurs considèrent qu'il était prévu que 3 personnes soient abattues. Pascal, Eva, mais également Yann. Vous avez ensuite sur cette checklist quantité d'opérations qui sont détaillées, opérations selon lesquelles il faut nettoyer la scène de crime. Ce document accréditerait donc la thèse du meurtre prémédité. Et ça n'est pas tout. En fouillant l'ordinateur du couple, les enquêteurs mettent la main sur une commande étonnante. 15 jours avant le meurtre, Kevin avait acheté sur Internet les 2 fusils retrouvés sur les lieux du crime. Il avait dû retirer son colis à la maison de la presse du village voisin. Et en visionnant les caméras de surveillance du magasin, surprise, les gendarmes découvrent que Sophia accompagne son mari ce jour-là. Une coïncidence troublante. Alors, quel est vraiment le rôle de Sophia dans cette affaire? Sophia Rouxel, il y a 2 possibilités finalement. Soit effectivement, elle est totalement hors de cause. Elle n'a pas vu qu'il avait commandé les armes. Elle n'a pas vu qu'il élaborait un scénario pour mettre fin à la vie de ses parents. Soit, deuxième hypothèse, elle est impliquée dans l'affaire. Après, le degré d'implication, est-ce qu'elle l'a poussé, est-ce qu'elle l'a pas poussé? Pour essayer d'y voir plus clair, la juge d'instruction convoque Sophia pour une audition. Mais la jeune femme assure qu'elle ne savait rien du projet criminel de son mari. Sophia Rouxel, elle nie toute participation à l'élaboration du double parricide. Il n'y a strictement aucun indice ou aucune preuve matérielle contre elle. Il n'y a que des rumeurs, des on-dit, des propos, des mots rapportés. C'est extrêmement ténu. La facilité, c'est de se dire, c'est l'étrangère ou la petite russe qui manipule tout ça, qui a essayé de trouver un pigeon français pour essayer de le plumer. Ça, c'est la facilité, mais ça ne fait pas une culpabilité, la facilité. Faisceau d'indices concordants ou simple ragot, ce sera au tribunal de décider. Le 1er avril 2016, soit 1 mois après le double meurtre, la juge décide de mettre la jeune Sophia en examen pour complicité d'assassinat. Elle est immédiatement placée en détention. Quant à Kevin,
il continue de nier. Il n'a pas assassiné ses 2 parents. Il maintient que c'est un accident. Mais de leur côté, les enquêteurs ont accumulé de nombreuses preuves contre lui. Les expertises balistiques, la checklist, les 2 fusils achetés quelques jours avant les meurtres. Et enfin, le témoignage de son frère Yann. Tous ces éléments permettent aussi aux gendarmes d'élaborer une première hypothèse sur ce qui aurait pu se passer ce samedi 20 février 2016 à la Bastide-Clérance. À l'origine, c'est Kevin qui aurait demandé l'organisation de ce déjeuner d'anniversaire. Il aurait dit à sa mère, Eva, qu'il voulait faire la paix après des mois de tension. Elle était folle de joie, tout allait mieux vis-à-vis de Kevin. Christian Coustillet, ami du couple Rouxel. Le passé était oublié, c'était un avenir flamboyant qui arrivait, quoi. Kevin, accompagné par sa femme et sa petite-fille, arrive chez les Rouxel à 11h30. Il aurait tué avec lui les 2 fusils dissimulés dans un carton et aussi un revolver caché dans un sac. Eva venait de faire le gâteau d'anniversaire, elle avait mis la table, elle les attendait. Tout le monde se retrouve autour de la table et là, le père se lève, va dans la cuisine, le fils, Kevin Rouxel, le suit. Il est équipé entre les mains d'un sac dans lequel se trouve un revolver. Il le tient de la main droite et il va lui administrer un premier coup. Un premier coup de feu dans le dos du père. Le père se retourne, second coup de feu. Malgré ces 2 balles dans le corps, Pascal est toujours vivant. Mais il y a eu un grain de sable. François Froger, avocat des parties civiles. Pascal Rouxel s'est défendu. Le père s'empare de cette arme. Emmanuel Zapirin, avocat de la défense. Un coup part, traverse la cuisse de Kevin. Mais Kevin aurait pris le dessus et il aurait récupéré le revolver. Il va le mettre à mort. Alain Astabi, avocat des parties civiles. Par un tir, à bout touchant, dans la face, au niveau du front. C'est une exécution. Tout cela se serait passé très vite. Mais dans la salle à manger, les coups de feu auraient affolé Yann et Eva. Sa mère dit « on a tiré sur ton père ». Donc Yann va se précipiter à la cuisine et il va être en confrontation directe avec son frère. Et il voit celui-ci faire feu dans sa direction. La maman de Yann et de Kevin, elle arrive derrière Yann. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle prend le coup de feu. La mère s'effondre dans le salon. Kevin aurait alors fui la maison des Rouxel, laissant seul Yann avec ses 2 parents mortellement blessés. Yann aurait alors appelé ses voisins à l'aide. Et ce sont eux qui découvrent le carnage. Ce scénario, construit par les gendarmes, reste encore à démontrer car Kevin nie toujours avoir prémédité le meurtre de ses parents. Pour les proches, il reste encore un espoir de connaître la vérité, que le procès à venir permette d'établir la réalité des faits et surtout que Kevin apporte des explications. Parce que ce que je voudrais savoir, c'est la vérité. La vérité, ce qui l'a amené à faire ce qu'il a fait. Je vois pas Kevin, ce gosse, je vois pas comment il a pu en arriver à tuer ses parents. Je vois pas comment, ce qui serait produit dans sa vie, ce qui l'a amené sur ce chemin calamiteux, je vois pas ce qui l'a amené. Comment il a pu, en si peu de temps, être transformé comme ça. Je veux la vérité. Je veux toute la vérité. Quelle va être l'attitude de Kevin Rouxel lors du procès? Va-t-il avouer l'assassinat ou continuer à nier? La Cour parviendra-t-elle à déterminer le rôle exact de sa femme, Sophia? Mais ce procès ne va pas du tout se passer comme prévu. Et les proches vont devoir surmonter de nouvelles épreuves.
Le 10 décembre 2018, presque 3 ans après le double meurtre de Pascal et Eva Roussel, s'ouvre le procès de Kevin et Sophia à la cour d'assises de Pau. Pour ce double assassinat, ils risquent tous les deux la réclusion criminelle à perpétuité. Un enjeu de taille, surtout pour Sophia, car dans cette affaire, les preuves matérielles contre la jeune femme sont minces. Chacun joue sa peau quelque part. Paul Nicolet, journaliste à France Bleu Pays Basque. Et il y a beaucoup de tensions, une très forte attente. Toute la question est de savoir s'il est tout seul en cause ou si son épouse est partie prenante. Sophia, elle a une carte à jouer, elle. Elle a d'autant plus une carte à jouer que Kevin l'a toujours dédouané de toute responsabilité. Il a toujours dit « Ma femme n'est aucunement impliquée dans les faits ». Interrogée, Sophia maintient qu'elle n'était au courant de rien. Quant à Kevin, après avoir accusé son frère, il est revenu à sa première version. C'est juste un accident. Il n'a jamais voulu tuer ni sa mère ni son père. Les jours passent, les proches défilent à la barre, évoquant la mémoire des parents disparus. Dans le box, Kevin s'effondre peu à peu. Le 5e jour, lorsque Josette Roussel vient déposer à la barre, elle supplie son petit-fils de tout dire. Et submergé par l'émotion, Kevin craque. Je lui ai dit, tu dois dire la vérité, tu dois le dire. Josette Roussel, mère de Pascal. Et alors, il a eu un choc, et là, Kevin s'est mis à dire la vérité. Il va expliquer que oui, il est responsable de la mort de ses parents. Oui, il a élaboré la stratégie pour mettre en œuvre tout ça. C'est un véritable coup de théâtre. Kevin Roussel avoue l'assassinat de ses parents. Il raconte tout le scénario en détail. Et tout est exactement comme les enquêteurs l'avaient deviné. Je reverrai toujours cette scène. Il est en train d'expliquer comment il a l'arme dans les mains. Mireille Bouillot, amie du couple Roussel. Face à son père. Là, il est en train d'avouer tout, mais vraiment tout. Il s'exprimait effectivement de manière saccadée, en s'arrêtant parce qu'il était submergé par l'émotion. Alain Le Sune, ami du couple Roussel. J'ai senti que c'était pas fin. C'est-à-dire qu'il croyait en ce qu'il racontait et en tout cas, c'était sa vérité, oui. Là, c'était la vérité. Mais ses aveux ne s'arrêtent pas là. Et contre toute attente, il accuse aussi sa femme, Sophia. Il a lâché le morceau, comme on dit vulgairement, et il a expliqué que ça faisait des mois qu'ils avaient prévu, avec sa femme, avec la complicité de sa femme, de tuer les parents. L'idée est venue comme une petite graine qui a été semée par quelqu'un, peut-être les deux en même temps d'ailleurs. François Froger, avocat des parties civiles. Et il a expliqué que c'était devenu le principal de leur discussion. Il ménage son petit effet en nous faisant une révélation apocalyptique. Frédéric Dutin, avocat de la défense. À l'issue d'une semaine de procès. Mais où est la part de vérité ? Car Kevin charge Sophia. Dans le box, elle est sous le choc. Elle s'effondre, Sophia. Elle pensait que elle serait effectivement mise hors de cause par son mari parce qu'elle n'y est strictement pour rien. Là, elle est prise d'un malaise. Elle s'évanouit. Ce qui suspend l'audience. Le procès est arrêté. Sophia est transportée à l'hôpital pour être soignée. Kevin Roussel, quant à lui, est reconduit dans sa cellule. Mais alors que tout le monde attend le retour de Sophia, un nouveau rebondissement se produit. Au bout d'une demi-heure... Emmanuel Zapirin, avocat de la défense. J'ai quelqu'un de la pénitentiaire qui vient me voir et qui me dit « Votre client a essayé de se pendre ». Kevin Roussel, nous dit-on, fait une tentative de suicide
dans la cellule du palais de justice de Pau. Une expertise médicale est demandée. Le procès s'arrête. Il doit reprendre le lendemain matin. Mais durant la nuit, Kevin va de nouveau tenter de se suicider. Il est alors immédiatement hospitalisé en psychiatrie. La présidente ordonne le renvoi du dossier. C'est un coup de tonnerre pour Yann, pour toute la famille. Le procès est annulé et dans l'attente d'un nouveau procès, Sofia est libérée. 6 mois plus tard, le 17 mai 2019, la cour d'assises de Pau est de nouveau réunie pour juger l'affaire Roussel. Mais à la surprise générale, Kevin n'est pas dans le box. Quelques jours avant, il avait tenté de se suicider. Les médecins ne vont pas donner l'autorisation. Ils estiment qu'il n'est pas en état de suivre un nouveau procès. Le procès est donc à nouveau renvoyé. On se demande si ce procès de la Bastide-Clérance aura lieu ou non un beau jour. Pour la seconde fois, le procès de Kevin et Sofia Roussel est renvoyé. Entre-temps, le couple a entamé une procédure de divorce. Quant aux proches, ils sont toujours dans l'attente de la vérité. Chaque jour, depuis le drame, ils ne cessent de penser à Pascal et Eva. Encore maintenant, oui, ça reste difficile. Mais on garde un souvenir immense d'eux. C'était vraiment, oui, parmi nos meilleurs amis et on était bien avec eux, oui. Malheureusement, c'est comme ça. Enfin, ils sont partis, quoi. C'est difficile. C'est difficile. Vous savez, c'est quelque chose de tellement lourd, tellement fort que... il y a des moments, je me dis, mais comment je tiens le coup? Je ne sais pas pourquoi je tiens le coup. Josette Rouxel, mère de Pascal. Je pense sans arrêt à eux, à mon fils qui était un très bon fils, qui était un fils adorable. Il me manque tous les deux d'ailleurs. Après un 3e renvoi du procès pour cause de crise sanitaire en mars 2020, Kevin Rouxel et son épouse sont de retour dans le box des accusés en novembre de la même année. Après 8 jours d'audience, le fils des victimes est condamné à 30 ans de réclusion pour ce double assassinat. Sofia, elle, écope de 20 ans pour complicité. Elle fait immédiatement appel. L'ombre d'un 4e procès plane sur les proches d'Eva et Pascal Rouxel. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.